Merci Yann. Merci à Anne Rognan et à Ossanopolis de nous inviter, nous autres historiens des sciences, à venir parler avec un public que je vois à peine. Alors, le thème est bien sûr l'Atlantide, le lien avec l'histoire des sciences et les sciences biologiques. Mais ce qui m'a amusé de faire un petit peu ce soir, c'est de vous montrer l'histoire des sciences telle qu'elle se fait, on va dire depuis quelques années, c'est-à-dire qu'elle essaie de tirer un peu des informations de droite et de gauche, vraiment partout, en cherchant dans des thématiques comme par exemple la mythologie. Alors, je vais vous répondre tout de suite à la question que vous posez peut-être. Ce soir, on va résoudre le grand mystère de l'Atlantide. On va trouver une solution. Alors, ma solution, enfin la solution d'un historien des sciences, donc ça va peut-être pas satisfaire les curieux qui sont dans la salle et qui se demandent, qui se posent encore la question, est-ce que c'est-il à exister ou non? Je vais vous avouer tout de suite, je n'en sais rien. Enfin si, on a des gros doutes sur son existence, mais globalement, c'est pas la question que je vais me poser ce soir. Je vais me poser une question d'historien, et d'historien des sciences en particulier. Et cette question peut se résumer en une phrase très simple, c'est pourquoi est-ce qu'on parle encore d'un tel sujet quand on est historien des sciences en 2014? J'avais écrit ça en 2013, donc j'ai changé la date, 2014. Il y a au moins 3 bonnes raisons. Première raison, c'est le lieu où on se trouve ici. D'abord parce que nous sommes dans un lieu où on étudie scientifiquement la mer, ses habitants, son histoire, ses colères, et les colères de la mer, les colères de l'hydre, comme on dit, et les catastrophes marines ont toujours fasciné et sont intimement liées à la compréhension de notre planète. Donc nous allons voir qu'on reparlera un petit peu de ce sujet au fur et à mesure de la conférence. Ensuite, deuxième raison, parce que quand on fait des études de sciences, en fait, on est confronté quotidiennement, on est amené à croiser quotidiennement des références à la mythologie et aux légendes, comme celle de l'Atlantide. Un scientifique, c'est cela, en permanence, mais en fait, il finit par l'oublier. C'est le rôle de l'historien, et l'historien des sciences en particulier, de lui rafraîchir la mémoire, et de lui rappeler que la mythologie fait vraiment partie, souvent, de sa propre démarche. On va le voir, le recours à la mythologie, c'est parfois avéré indispensable à la construction des savoirs scientifiques, ou au moins à l'émission d'hypothèses nouvelles. Et enfin, parce que les scientifiques, c'est une troisième raison, ont dû parfois se débarrasser de certaines légendes. Vous allez voir que c'est une façon de se débarrasser qui parfois peut être violente de ces légendes pour pouvoir enfin penser autrement les grandes questions qu'on se posait jusqu'à maintenant. Ce sera le motif de notre exposé. Nous allons voir que le mythe de l'Atlantide a eu un rôle paradoxal. Il a participé à l'émergence d'une théorie scientifique révolutionnaire, vous verrez laquelle dans quelques instants, et en même temps, il a compliqué le développement de cette théorie, avant d'être finalement, violemment, envoyé hors du domaine de la science, dans les profondeurs de notre histoire et de l'océan, dans des profondeurs où des aventuriers, de temps en temps, essayent de la faire réémerger. Alors notre exposé va porter sur une légende qui mobilise à la fois un grand cataclysme, mais aussi l'idée de régénération. L'utilisation du mythe de l'Atlantide par les savants ou les scientifiques pendant de nombreux siècles va peut-être vous paraître étrange. On a parfois du mal à faire le lien entre science et Atlantide. Mais ils vont l'utiliser, ces scientifiques vont l'utiliser pour illustrer leurs démonstrations ou pour proposer de nouveaux questionnements, de nouvelles hypothèses, de nouvelles théories. Ils vont l'utiliser pour expliquer des faits étranges qu'ils ne parviennent pas à expliquer avec les modèles et les théories de leur temps. Ils vont aussi citer l'exemple de l'Atlantide pour montrer à leurs lecteurs l'univers plus ou moins parfait, basé sur la science, dont ils rêvent, la fameuse République des savants. Une utopie, un monde totalement compris et maîtrisé par la raison. Mais alors pourquoi les savants recourent-ils à une légende au sein de questionnements ou de démarches qui se prétendent scientifiques? Que vient faire une légende dans un discours rationnel, matérialiste, rigoureux et réaliste? On verra qu'elle fournit une forme de réponse parfois suffisante, en tout cas un certain temps, pour comprendre le monde, pour le rendre acceptable et supportable. Mais bien sûr, dans tout ce qui est scientifique, ça ne dure qu'un temps. Bientôt, quelque chose vient troubler l'ordre, le bel ordre que les scientifiques ont eu l'impression de découvrir. Et les légendes qu'ils utilisaient jusqu'à hier deviennent alors des tremplins ou des obstacles à leur pensée. L'étude du rôle des légendes va nous permettre de comprendre plusieurs choses concernant l'histoire des sciences. D'abord, la place de ces légendes dans la description du monde. Ensuite, comment, grâce ou à cause de ces légendes, les sciences intègrent à leur discours des faits surprenants, des propositions dérangeantes et contestées. Et finalement, on verra que les détours que font certains savoirs scientifiques, avant d'être établis comme scientifiques, perdent en fait dans leur histoire toute relation avec les légendes qui ont participé à leur émergence. Alors c'est ici que le travail de l'historien des sciences réapparaît. Il peut retrouver, à l'aide parfois d'un simple outil comme un dictionnaire, que vous connaissez je pense aussi bien que moi, d'étonnantes combinaisons passées, des mélanges entre science et mythologie. Alors pour illustrer cette petite idée, je voulais montrer quelques petits liens que vous connaissez parfaitement, j'imagine, comme Méduse et Gorgone, comme Cyrénien et Lamantin, comme Atlas et Achille. Vous connaissez tous les méduses, les gorgones, qui vous tétanisent ou vous pétrifient d'un simple regard. On en est tout médusé. Le lien entre ces vilaines méduses, ce qu'on appelle les anthozoaires, les animaux fleurs, et les légendes de Persée n'est pas évidente. Et pourtant, quand vous imaginez une méduse, quand vous la nommez, vous utilisez un langage scientifique ou est-ce que vous utilisez un langage de conteur de légendes? Quand vous avez aussi entendu parler des Cyréniens, comme ici vous en avez un sur l'image du bas, les Lamentins et autres dugongs.
Mais comment les marins pouvaient-ils voir dans ces animaux un peu pâteaux, placides et un peu gémissants, des silhouettes féminines attirantes, ou entendre dans leur chant des appels irrésistibles? Il faut sans doute être passablement désespéré. Mais la question reste la même. Finalement, quelle langue parlez-vous quand vous nommez cet animal et vous la désignez comme un sirénien? C'est la langue parfaite et rigoureuse des scientifiques ou c'est la langue imagée un peu, on va dire, délirante des conteurs de légendes? Parlons anatomie maintenant, quelques instants, juste deux exemples. La première de vos vertèbres, celle qui est placée juste sous votre tête, celle qui porte le globe de votre tête, et le monde imaginaire qu'elle contient se nomme Atlas. Le tendon le plus sollicité de votre corps, je vous montre ensuite, il faut encore chez moi, et le plus difficile à réparer, rappelle la fin tragique d'un héros qui a été tué par une flèche plantée dans son talon. Vous savez sans doute que ce héros était accessible à la mort seulement à un endroit. Tout ça parce que sa mère, afin de le rendre invulnérable, a dû le tenir par le talon pour le plonger dans le faible des enfers. Or, avoir ce tendon rompu, que l'on soit Achille ou Hector, que l'on soit skieur olympique ou simple mortel, en fait, c'est être plus bon à rien. En tout cas, plus bon à grand-chose dans une société guerrière. On le voit, les mythes ont parfois été conservés comme métaphores pour nommer de nombreux objets naturels, comme un animal ou une vertèbre. Les nommer ainsi permet de les comprendre et de se souvenir de certaines caractéristiques. Le tendon d'Achille est précieux. Un Sirénien vit dans l'eau, monte à la surface, certes pour respirer, mais aussi pour chanter, enfin surtout pour geindre, d'où son nom, Lamentin. Et il ressemble à une femme quand on n'en a pas vu depuis très longtemps. Nommer les objets naturels en les associant à des mythes permet d'établir des savoirs qui ont un sens assez précis dans le monde matériel, et aussi de rendre ce monde plus compréhensible, plus rationnel. Grâce à ces légendes, le nom de ces objets gagne en force symbolique, en signification. En fait, c'est aussi comme ça qu'ils diffusent dans la population. Or, nommer clairement est fondamental en science. Avoir une langue claire, c'est fondamental pour un scientifique. Pour nommer, il faut avoir des références, des exemples, des points de comparaison. Mais surtout, il faut utiliser une langue universelle, univoque, et normalement comprise de tous. Quand on voit certains scientifiques, on peut en douter. Les savants ont toujours rêvé d'inventer une langue parfaite qui pourrait décrire entièrement et définitivement les espèces vivantes. Cette langue, on a cru, au siècle des Lumières, que ça serait le latin. L'un des grands avocats de cette langue est l'un des savants les plus célèbres du XVIIIe siècle, le naturaliste Carl von Linné. C'est lui qui a désigné les espèces avec un nom, enfin c'est pas le premier, mais c'est celui qui a vraiment participé à ça, c'est lui qui a désigné les espèces avec un nom en deux parties, d'abord le genre et ensuite l'espèce. C'est pour ça qu'il nous a donné ce nom un peu prétentieux de homme sage, Homo sapiens. Carl von Linné prétendait être le nouvel Adam, et avoir été invité par Dieu lui-même à nommer et à décrire toutes les espèces vivantes. Ses élèves, qui iront sur la planète recenser les espèces, se baptiseront eux-mêmes les disciples. Voilà un langage bien religieux pour un des maîtres à penser des biologistes. Mais qui se souvient de cette histoire, à part un historien qui n'a rien à faire comme moi? Qui se souvient de la manière dont les savoirs scientifiques ont été construits? Au XVIIIe et XIXe, les langues latines, puis grecques, ont été utilisées, et en même temps grecques, ont été utilisées pour écrire la science. Ces langues ont mobilisé des images mythologiques pour construire des savoirs scientifiques, et ces savoirs se sont diffusés. Ils ont perdu avec le temps tout lien avec les légendes. Mais les mythes ne servent pas qu'à nommer les objets, ni seulement de source d'inspiration. Ils servent aussi de modèle et de cadre explicatif pour des objets naturels, qui à l'origine nous étaient totalement incompréhensibles. Comme par exemple des choses étranges, ces choses bizarres qu'on trouve dans le sol, et qu'on va appeler fossiles. Leur exemple va nous fournir l'occasion de nous rapprocher de cette théorie évolutionnaire dont nous parlions un petit peu plus tôt, et d'en revenir au mythe de l'Atlantide. Reprenons quelques exemples associés à ces mythes. Les mythes, en effet, pendant longtemps, ont permis d'expliquer des faits, des trouvailles un peu surprenantes. L'existence de géants en Sicile, des géants avec un seul œil. Ce que vous avez sous les yeux, ce n'est pas un crâne de cyclope, c'est un crâne d'éléphant nain de Sicile. Mais quand on a découvert ça la première fois, pensez à nos ancêtres, ils ont pensé à des géants avec un seul œil au milieu du front. La présence de fossiles marins dans les montagnes, comme les célèbres ammonites qu'on trouve dans les Alpes. Ammonites, leur nom est inspiré du dieu Ammon, avec ses cornes de bélier. Ces ammonites, on a parfois expliqué leur existence au sommet des montagnes par une pétrification directement inspirée de la Bible. On les a même retaillés sous forme de serpents, comme vous le voyez ici sur l'image du bas, pour en montrer le côté diabolique et justifier a posteriori, par la même occasion, la raison de leur punition divine. On a expliqué leur présence sur les sommets des montagnes par la baisse du niveau marin après le déluge biblique, tout en oubliant qu'il était difficile d'expliquer comment un déluge pouvait tuer des espèces marines. Ça, c'est un détail. L'existence de squelettes posait aussi parfois de graves problèmes aux scientifiques, un problème d'interprétation, comme celui que vous avez sur la gauche de l'image, c'est ce qu'on a appelé l'homme antédéluvien, homme témoin du déluge. En fait, Cuvier déterminera en 1800 que c'est une salamandre géante. Mais on ne savait pas expliquer ces fossiles autrement qu'en faisant appel des légendes ou à des mythes. On pourrait aussi parler de ces premiers squelettes de dinosaures trouvés au XVIIIe et qui, on avait du mal à expliquer autrement qu'en les désignant sous forme de dragons ou de monstres ou en les appelant terribles lézards, dinosaures. La disparition de ces espèces ou de ces êtres était classiquement attribuée au déluge biblique, à des catastrophes parfois répétées dans le passé, durant les quelques milliers d'années d'existence de la Terre.
Mais au siècle des Lumières, pardon, et au début du 19e siècle, ce type d'explication ne suffit plus. Et par un retournement rhétorique qui est typique de l'époque, les mythes antiques et religieux vont permettre d'envisager un nouveau récit pour retracer l'histoire de l'humanité et plus largement l'histoire de la vie. Se développe en effet à la même époque, au XVIIIe, d'une part l'idée que les espèces vivantes ont une véritable histoire, et que d'autre part, les premières hypothèses sérieuses sur cette histoire, grâce entre autres à de nouvelles disciplines nommées géologie, anatomie, comparée, paléontologie et systématique, vont commencer à émerger. On ne va plus se contenter des récits fournis par les mythes et les légendes. On va en effet, pour de multiples raisons, dont la Révolution française, qui va libérer les esprits, chercher à raconter une autre histoire. Cette volonté va participer à l'émergence de théories expliquant la disparition des espèces passées, mais aussi la régénération de la vie. Vous l'avez deviné, la théorie révolutionnaire dont je vous parle depuis tout à l'heure, que je sommet au fur et à mesure de mon discours, c'est évidemment la théorie de l'évolution. Ce sont les sciences de l'évolution, qui va constituer une véritable révolution scientifique au XIXe. Ces sciences vont constituer une forme très particulière de discours sur la nature, un discours historique, qui repose sur des observations indirectes. On ne voit pas l'histoire de l'évolution, on ne voit pas l'histoire des êtres vivants, elle ne se déroule pas sous nos yeux, on n'en voit que le résultat. C'est un discours qui va agencer des faits des uns par rapport aux autres pour produire un récit véridique, un récit qui seul permet d'expliquer la diversité des espèces actuelles et la disparition des espèces passées. Les sciences de l'évolution ne reposent pas intégralement sur des expériences et ne peuvent pas prévoir complètement le devenir des espèces. Pourtant, l'évolution a eu lieu et elle se poursuit. Nous pouvons le dire aujourd'hui avec certitude, et elle n'aura jamais lieu une seconde fois de la même manière. Heureusement quand on voit certains résultats. Nous allons maintenant tenter de dessiner ce lien étrange entre mythologie des sciences et évolution, entre Atlantide et histoire de la vie. Mais avant de poursuivre, rappelons juste une petite anecdote un peu paradoxale. Depuis 2 siècles, ce qu'on appelle biologie, jusqu'à la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle, s'appelait histoire naturelle. C'est-à-dire au moment où les biologistes ont commencé à raconter une histoire, ils sont passés de l'histoire naturelle à la biologie. Nous allons voir que le mythe de l'Atlantide sert d'abord de métaphore pour expliquer des faits qui sont en passe de devenir scientifiques. Ils ne le sont pas encore. Autrement dit, nous allons voir se manifester cette très jolie phrase de M. Paul Ricoeur. Nous allons voir se manifester dans l'histoire des sciences et de l'évolution le fait du passage de la métaphore comme une étape essentielle dans la capacité de produire un sens nouveau. Les métaphores que les savants utilisaient pour comprendre le monde vivant et les fossiles vont les aider à produire un récit nouveau, une nouvelle histoire de la vie, reposant sur des faits avérés. C'est dans ce cadre que nous allons voir osciller l'Atlantide entre la position d'un fait et d'un mythe, entre les profondeurs de la superstition et la lumière de la raison. Je fais bien les gestes aussi, parce que sinon on ne comprend pas. Et cette oscillation va nous permettre de montrer une autre histoire, celle de l'émancipation du discours scientifique, celle de son arrachement à la mythologie et à la religion et à la croyance, celle de la construction des normes de scientificité, pour faire savant, celle de l'émergence de la théorie évolutionniste. Alors, cette Atlantide, qu'est-ce qu'on peut en dire en tant qu'historien? D'où nous vient-elle cette théorie? Si par curiosité il vous prend envie de taper le mot Atlantide dans un moteur de recherche de l'Internet, vous constaterez après un dixième de seconde qu'il existe plusieurs millions de pages et de sites traitant du sujet. Même si finalement leur contenu nous importe peu, je le dis tout à l'heure, c'est pas moi qui résoudrai la question ce soir, ce chiffre à lui seul permet de mesurer la fascination que ce mythe inspire encore sur les esprits. En fait, les sites, en gros, se divisent en 2 lots. Je ne les ai pas tous regardés, je vous rassure, mais j'en ai regardé un grand paquet, et je m'aperçois qu'il y a 2 lots, systématiquement les mêmes. Les 2 représentations classiques du sujet. Soit celle d'un mythe total, soit celle d'une référence à une catastrophe qui aurait réellement lieu. Je prends des précautions en disant ça. En fait, la première version s'appuie sur l'idée qu'il s'agit d'une fiction créée de toutes pièces par Platon, aux environs de 355 avant Jésus-Christ, dans des ouvrages qui s'appellent le Timée et le Critias. Une fiction reprise seulement pour donner plus de poids à des arguments qu'il présentait et à sa présentation d'une Athènes idéalisée, alors que la cité dans laquelle il vit est en proie au doute et en proie à la crise. Le mythe de l'Atlantide renaît en effet dans une période de crise. Retenez ce fait parce qu'on y reviendra tout à l'heure. La version qui dit que l'Atlantide est une légende est clairement soutenue dès le XVIe siècle. C'est aussi celle de nombreux historiens, comme pour n'en citer qu'un, le regretté Pierre Vidal-Naquet, qui lui a consacré son dernier ouvrage, L'Atlantide, petite histoire d'un mythe platonicien. La seconde version, celle d'une catastrophe réelle, donne encore lieu à de innombrables supputations et tentatives de localisation géographique. Des localisations et des polémiques dont nous parlons seulement, en gros parce qu'elles détournent énormément de financements qui font défaut par ailleurs, dans d'autres domaines de recherche. Mais ça, c'est une autre histoire. Seulement le fait que des équipes de géologues cherchent encore aujourd'hui de manière obsessionnelle les indices d'un tsunami en Méditerranée, que des archéologues cherchent des traces de civilisation englouties, comme celle des Minoens, nous questionnent quand même en tant qu'historiens des sciences. Ces recherches nous montrent en effet quelque chose sur la construction des sciences. Les mythes permettent aux scientifiques de travailler, de développer tout un arsenal de moyens techniques, de trouver des financements, ce qui n'est pas chose facile, de fédérer des équipes, d'impliquer des États, des institutions et de l'arche publique, voire parfois de proposer des hypothèses scientifiques innovantes et intéressantes et de découvrir des faits nouveaux.
Comme par exemple ces épisodes volcaniques puissants qui ont concerné le bassin est-méditerranéen dont on ignorait tout avant les années 1980. Si des équipes scientifiques trouvent encore aujourd'hui des financements pour mener ce genre de travaux, on peut raisonnablement penser que les savants du passé ont tenu le même raisonnement. Étudier un sujet célèbre, polémique et mystérieux permet d'attirer à soi bien plus que l'estime de ses collègues, mais aussi le public. Nous en verrons bientôt des exemples précis, car les mythes ont souvent servi à initier, voire à renforcer les discours scientifiques. Les historiens de la physique et de la géographie antique le savent mieux que quiconque. Pour écrire sur l'Atlantide, Platon s'est lui-même inspiré de ses propres classiques, c'est-à-dire de Thucydide, d'Hérodote et bien sûr, surtout Homère. Or, les mythes proposés par ce dernier constituent le sujet de nombreuses controverses savantes de l'Antiquité. Ils sont même fondateurs d'une véritable physique de l'univers et d'une première géographie descriptive et explicative. Ainsi, les cartes géographiques d'Homère, comme je vous en présente quelques exemples ici, sont l'objet de véritables empoignades entre savants et érudits. Ces textes qui traitent de l'histoire des espèces vivantes sont aussi très polémiques. Il explique par exemple que les êtres vivants seraient passés de la matière informe à la forme organisée et harmonieuse qu'on leur connaît au cours d'une véritable histoire. Autrement dit, Homère a parlé, avec beaucoup de précautions, de tous les sujets importants. Il faisait figure pour ses disciples et commentateurs de savants global et infaillibles. Il connaissait aussi bien les objets naturels que la géographie, que l'astronomie, que les sentiments. Platon ne pouvait pas ignorer qu'en citant Homère, il donnait à son exposé sur l'Atlantide bien plus qu'une simple valeur métaphorique. Il y gagnait une sorte de crédibilité savante. Il ajoutait à son message d'alerte à la destination de ses concitoyens d'Athènes une autorité indéniable, celle d'un savant. Ainsi, le doute est semé pour des siècles. L'Atlantide a forcément existé, sinon Homère et Platon n'en auraient pas parlé. En fait, comme le font remarquer les historiens, c'est seulement au XVIe et XVIIe siècle que le thème de l'Atlantide réapparaît en force dans la littérature. Et s'il réapparaît, c'est pour voir sa véracité enfin contestée, ou du moins sa portée ramenée à celle d'un simple symbole, d'une simple analogie. L'un des personnages les plus célèbres à aller dans ce sens est le philosophe et savant anglais Francis Bacon. Figure essentielle de la révolution scientifique européenne, chantre du progrès technique et incarnation du savant qui se met au service du pouvoir, il n'aura pas le temps de terminer son ouvrage, pourtant le plus populaire, New Atlantis. Cet ouvrage, connu en français sous le nom de La Nouvelle Atlantide, décrit une société idéale établie sur une île du Pacifique Sud et vivant selon les préceptes de la science et de la raison. Le lien entre Atlantide et histoire et philosophie des sciences est maintenant clairement établi. La fameuse épigraphe du livre, alors avec mon accent latin, excusez-moi, tempora patet occulta veritas, avec le temps, la vérité cachée finira par apparaître, est symbolique du rôle que va jouer le continent perdu dans la mythologie des premiers savants. Cette phrase reviendra bientôt dans notre exposé. Elle servira de cri de ralliement et de cri d'alerte à certains scientifiques du XIXe siècle persécutés pour leurs idées iconoclastes, par le pouvoir royal et par les religieux. Le regain d'intérêt pour l'Atlantide est notoire à la fin de la Renaissance et s'explique par la découverte des Amériques, qui relance la réflexion et le questionnement sur les propos de Platon. De quelle cité perdue, riche et savante parlait-il donc? Ne serait-il pas de l'Amérique dont il parlait? Au mythe de l'Atlantide, l'époque classique associe celui du paradis, autre mythe. On voit le nouveau monde comme l'Atlantide, ou l'Éden. Montaigne seul, dans son petit coin, résiste à cette tentation et continue à parler d'un simple mythe. Mais cette comparaison est systématiquement réutilisée lorsque les Européens redécouvrent de nouvelles terres, de nouveaux continents, comme lorsqu'ils découvriront au fin 18e la Nouvelle-Hollande ou Australasie, qu'on connaît nous sous le nom d'Australie, ou bien l'Antarctique. Ces continents nouveaux, prophétisés parfois depuis des siècles pour rééquilibrer l'axe de la Terre, relancent à chaque fois les mêmes spéculations. Était-ce de ces terres lointaines dont parlaient Homère et Platon? Mais pourquoi ce mythe persiste-t-il dans la pensée et les écrits des savants et des voyageurs? Est-ce seulement en vertu du fameux principe de curiosité? Où vais-je? D'où viens-je? Qui suis-je? Est-il lié à la recherche permanente du berceau de l'humanité, à la quête perpétuelle des origines de nos civilisations? Sans aucun doute. C'est vraiment ces raisons-là qui poussent les scientifiques. Au siècle de la Lumière, la question des origines est centrale dans la réflexion scientifique, littéraire et philosophique. On se questionne sur l'origine du langage et de l'intelligence, sur l'origine des différentes civilisations que l'on découvre en Amérique ou dans le Pacifique. Le recours au mythe, comme la fureur étymologique des penseurs humanistes, suscite de véritables passions. Il est urgent, fondamental, vital pour certains, de retrouver l'origine, de remonter à la source, de relire les textes anciens, mais aussi les témoignages que nous offre la nature que l'on découvre. C'est à une forme de renaissance permanente et un retour permanent aux textes primordiaux que l'on assiste, en même temps qu'à la découverte de l'immense diversité et de la richesse de la planète. Un autre mythe, celui des textes ou des manuscrits perdus, va dans le même sens. On a peur d'avoir perdu le livre qui expliquerait enfin ce qui nous entoure, ce qui nous échappe. Je vous donne juste un exemple de cette thématique-là. Pensons juste au magnifique ouvrage d'Umberto Eco, Le nom de la rose, qui est dans l'histoire bien plus précoce. Mais le héros du roman, qui est un prêtre franciscain et érudit, part en quête de l'origine du rire, qui serait le propre de l'homme, dans un ouvrage soi-disant égaré d'Aristote.
le voyageur part à la recherche de la vérité dans le monde, pendant que les sédentaires fouillent dans sa bibliothèque. Mais ceux qui restent chez eux, les fameux sédentaires, vont aussi remettre en doute la parole du voyageur. Donc on voit des allers-retours entre ceux qui bougent et ceux qui ne bougent pas. Rappelons qu'à l'époque qui nous intéresse, la fin du siècle de la lumière, c'est aussi celle des grandes expéditions, Cook, la Pérouse. Chez les biologistes, ceux qui vont devenir biologistes, cette passion pour les mythes liés au cataclysme et la régénération, coïncide avec la question de l'origine de la vie, l'origine et le problème associés aux espèces dites perdues. Ce qu'on appelle les espèces perdues à l'époque, ce sont les fossiles, comme les dinosaures. Mais aussi la signification des monstres, des êtres anormaux. Pourquoi existent-ils? Il y a une autre raison au regard d'intérêt pour l'Atlantide durant le XVIIIe, c'est la peur de la fin des temps, de l'anéantissement des civilisations. On ne voit plus le discours biblique comme la seule explication à tous les phénomènes naturels. Dans ce renouveau épistémologique du siècle des Lumières, un événement singulier prend une importance considérable. C'est un séisme, le séisme de Lisbonne en 1755. Celui-ci a un impact énorme sur les esprits européens. Rousseau, Voltaire, Kant, Diderot, entre autres, s'en empareront chacun à sa manière pour remettre en cause ce qu'on appelle à l'époque le providentialisme, c'est-à-dire le monde ne tiendrait pas toutes ses explications et toute sa logique de la volonté divine. La question qui se pose alors change complètement le rapport qu'entretiennent les savants et les légendes. Les catastrophes n'ont peut-être pas d'explication morale ou religieuse plausible. Les explications fournies par la Bible ne suffisent plus. Des doutes et des craintes s'éveillent. Et si notre civilisation, tout comme celle du passé, disparaissait tout à coup? Comment expliquer sérieusement cette possibilité? Que resterait-il de nous? Ce thème romantique par excellence émerge aussi à cette époque-là. Chateaubriand fera même ses plus belles pages. Un autre événement vient faire trembler encore davantage les savants, et pas que les savants, la Révolution française. Elle remet en cause l'idée même d'une histoire définie à l'avance par la sagesse divine et souligne la fragilité des édifices sociaux, politiques et culturels. Dans ce contexte, quelles leçons pouvons-nous tirer du passé et de la disparition des civilisations comme celle de l'Atlantide? Le futur, à cause de la Révolution française entre autres, s'ouvre à tous les possibles. Mais le passé peut aussi être relu sans faire appel au récit biblique, puisque c'est l'homme, enfin, qui fait l'histoire. La Révolution l'a prouvé. Alors où chercher un récit nouveau à l'aventure humaine, à l'aventure de la vie? Sinon à la fois dans les mythes et dans les sciences. Ces deux discours vont confluer de manière extraordinaire en cette période charnière qui va de la fin des Lumières à la monarchie de Juillet, en passant par la Révolution française. Ça va constituer la troisième partie de notre exposé, parce qu'on va voir que pendant quelques siècles, le thème de l'Atlantide, on va dire, poursuit son petit chemin. On a en gros 5 gros ouvrages explicites sur l'Atlantide, ouvrages importants, il y en a bien d'autres. Et quand on arrive au XIXe siècle, il y a véritablement une explosion du nombre d'ouvrages qui s'intéressent à la thématique de l'Atlantide. Et dans la première vingtaine du XIXe siècle, entre 1800 et 1820, il y en a presque la moitié qui apparaissent à ce moment-là. À cette époque, entre fin XVIIIe et moitié du XIXe, on va constituer ce que certains historiens appellent le grand tournant. Ce grand tournant, c'est celui qui va faire passer l'Atlantide du statut de mythe au statut, de fait, au statut total de mythe ou d'utopie totale, c'est-à-dire utopie au sens propre, d'un lieu qui n'a jamais existé. Ce grand tournant se réalise exactement entre la date de 1779, à date de parution de l'ouvrage Lettres sur l'Atlantide de Platon de l'astronome et académicien Bailly, et 1841, date de parution de l'ouvrage Les études sur le Timée de Platon du philosophe et helléniste Thomas-Henri Martin. C'est entre ces deux dates-là qu'on peut parler d'un véritable grand tournant. Alors maintenant, si on parle d'un grand tournant et que ça concerne autant de savants et d'érudits qui s'intéressent à cette question, il faut se poser la question toute simple en tant qu'historien, c'est qui est intéressé par cette question et pourquoi tout à coup une urgence totale à répondre à cette question d'existence ou non de l'Atlantide. On trouve dans ceux qui s'intéressent à cette thématique des hellénistes, des historiens, des essayistes qui reprennent le thème de la civilisation en danger dans une vision qu'on peut qualifier de clairement nationaliste. L'époque, 19e siècle, est aussi celle des grandes guerres et de l'affirmation des nations européennes, même si l'Europe va être entre guillemets en paix presque sur son territoire entre les fins des guerres napoléoniennes après Waterloo jusque quasiment la Première Guerre mondiale, presque 100 ans, pas de guerre fratricide entre les Français, Allemands et Anglais sur le territoire européen. À côté de ces érudits, on trouve un grand nombre de naturalistes. Et même s'ils n'écrivent pas tous un ouvrage portant directement sur le mythe de l'Atlantide, ils ont tous été amenés, d'une manière ou d'une autre, à donner leur opinion sur sa signification. C'est leur travail sur l'origine et la diversité des espèces et sur la signification des fossiles qui les a amenés à parler du fameux continent. Si on établit la liste des naturalistes en question, l'étonnement est assez grand. Nous croisons en effet quasiment toutes les grandes figures de l'histoire naturelle puis de la biologie, du XVIIIe siècle au XIXe siècle. Parmi eux, en dehors de Lamarck, du chevalier de Lamarck, l'inventeur de la première théorie transformiste qui présente une possible transformation des espèces dans le temps, nous croisons quasiment tous les naturalistes qui se questionnent sur l'histoire de la vie et qui prennent position pour ou contre l'idée d'évolution. Ainsi, on croise de Buffon
à Darwin. Bon, Darwin, c'est peut-être pas la peine que je vous le présente, mais je vais donner quelques petits mots quand même sur les autres. Le comte de Buffon, c'est l'intendant du Jardin du Roi, ce qui va devenir ensuite le muséum. C'est un grand ami de Bailly, dont on parlait tout à l'heure. Il est le premier à envisager sérieusement, avec des calculs à l'appui, et avant de se rétracter sous la pression de ses collègues de la Sorbonne et de la religion, que la Terre est beaucoup plus âgée que ce que raconte la Bible, et que la vie a sans doute été, elle aussi, est plus ancienne, et qu'elle a peut-être changé de forme. Nous reviendrons dans quelques instants sur le naturaliste Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, qui a participé entre autres à l'expédition d'Égypte. Georges Cuvier, c'est l'inventeur célèbre et génial de la paléontologie moderne, et le principal opposant aux théories évolutionnistes. Il est le champion de la théorie dite catastrophiste, qui explique la disparition des espèces anciennes, comme les dinosaures, par des grands épisodes cataclysmiques, des grands déluges. On voit alors comment un mythe peut aussi servir de contrepoint à l'idée d'évolution. Humboldt, le célèbre voyageur, se passionne pour le continent perdu, et sa biogéographie est fondatrice de l'idée d'adaptation des espèces. Pierre-André Latreille est l'un des plus grands entomologistes de l'histoire. Il est vu aussi comme le continuateur de l'œuvre de Lamarck, dont je vous parlais tout à l'heure, l'inventeur de la première théorie transformiste. Il travaille avec l'auteur que nous allons retrouver dans quelques instants, et qui suit, Bory de Saint-Vincent. Louis Agassiz est le grand spécialiste des épisodes de glaciation, et le plus célèbre opposant au darwinisme au XIXe siècle. Charles Lyell est l'un des inventeurs de la géologie moderne, et le propagateur de l'actualisme, principe selon lequel on ne doit pas faire appel dans le passé à autre chose que des phénomènes actuels. Donc si je veux expliquer quelque chose du passé, il faut que je fasse appel à un phénomène actuel. Cette idée est centrale pour détruire les légendes. C'est aussi un grand ami de Darwin et un défenseur du darwinisme. Quant à Alfred Wallace, c'est lui qui exprimera le premier, avant Darwin, l'idée de sélection naturelle, ce principe si important dans la théorie de l'évolution. Bref, tous les naturalistes partisans ou farouchement opposés à l'idée d'évolution sont là. Mais le premier ouvrage qui traite à la fois scientifiquement de l'Atlantide et d'hypothèses évolutionnistes au sens large du terme, là je fais un petit anachronisme, c'est pas grave, est celui de Bory de Saint-Vincent. Il écrit en fait deux ouvrages, en 1803-1804. Ce sont les Essais sur les îles Fortunées et le voyage dans les quatre principales îles d'Afrique. Il porte sur le voyage que Bory fait aux côtés de Nicolas Baudin vers l'océan Indien. Le deuxième livre présente l'une des toutes premières propositions évolutionnistes de l'histoire. Et le premier propose, lui aussi pour la première fois, des explications et une reconstitution que l'on pourrait, au regard de nos critères scientifiques actuels, qualifier de modernes dans l'histoire de l'Atlantide. Bory suppose que les îles Canaries actuelles ne sont en fait que les sommets émergés des principaux reliefs volcaniques de l'ancien continent perdu. Il propose toute une série d'arguments. Il va tracer une carte de l'Atlantide qu'il propose dans son ouvrage de 1803. Et ces arguments sont de nature très différente, mais en même temps scientifiquement raisonnables. Des arguments géographiques, archéologiques, linguistiques et naturalistes. Et il va expliquer de façon matérielle la disparition de l'Atlantide. Son ouvrage « Les Essais sur les îles Fortunées » rencontre un vif succès. Joséphine de Beauharnais, entre autres, félicite l'auteur pour son travail. Il faut dire que ce texte s'inscrit parfaitement dans les centres d'intérêt de l'époque, et même dans ceux du premier consul, un certain Bonaparte, qui recherche justement à construire une légitimité liée à l'antiquité égyptienne, romaine et grecque. Or, Bory rattache les Atlantes aux Égyptiens. Il est parfaitement dans l'époque, en son époque, et son histoire ravit tout le monde. Il trouve dans ce mythe qu'il revisite à sa façon une source d'inspiration et de célébrité. Il participe aussi à sa manière à l'obsession des origines dont je vous parlais depuis tout à l'heure. Cette obsession des origines, je suis arrivé, caractérise cette époque. En fait, elle caractérise toutes les époques de crise et de reconstruction, de peur et de désir de régénération. Pour être honnête, je suis étonné que l'Atlantide ne ressorte pas davantage dans le discours de nos poéticiens actuels. Rechercher des traces d'une civilisation anéantie répond à une attente indistincte des gens. L'idéal de l'Ancien Régime et même celui des Lumières ne peuvent plus satisfaire les âmes inquiètes de cette génération d'hommes, qui sont les survivants et les héritiers de la Révolution française. Bory de Saint-Vincent en fait partie. Le monde d'avant 1789 n'existe plus. Alors dans quel monde vivent-ils ? Un monde qui disparaît ou un monde qui renaît ? L'Atlantide apparaît ici comme une métaphore lumineuse sur le plan historique et presque psychologique. Le mythe raconte qu'après une civilisation, en vient une autre. Mais quelles sont les relations entre les deux époques ? Sont-elles totalement indépendantes ou dépendent-elles l'une de l'autre ? Descendent-elles l'une de l'autre, sans pour autant se ressembler ? On devine que cette métaphore va évidemment servir sur le plan biologique. À des savants comme Bory de Saint-Vincent, maintenant il faut des explications rationnelles. Les hommes de l'époque classique et des Lumières avaient en gros deux vérités, celle de la Bible et celle de Platon. Il y est sans difficulté les mythes de l'Éden et de l'Atlantide. Ça ne les, entre guillemets, choquait pas, même si aujourd'hui ça peut nous paraître choquant. Après la Révolution, la légende va servir à réinterpréter la Bible de façon métaphorique et rationnelle, mais aussi à réinventer la question de l'origine de l'homme, des espèces et des civilisations. Il s'agit dorénavant de repousser plus loin toutes ces origines, de les arracher au récit biblique. Comme ses contemporains, Bory est atteint d'une véritable atlantidomanie. Il cherche à comprendre le sens de l'histoire et à retrouver dans le passé des exemples d'événements comme la Révolution française.
Il mélange cette question avec celle de l'origine de notre espèce. Il n'invente pas, il ne découvre pas l'homme préhistorique, au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Il faudra attendre les années 1850 pour cela. Mais au contraire, ce qui l'intéresse, lui, c'est à sa manière de continuer l'œuvre des Lumières et en cherchant à rationaliser des faits, des événements et des données diverses pour produire un récit crédible. Bory cherche à expliquer tout un ensemble de faits en les intégrant à un système global, à une théorie qui expliquerait la Terre, la vie et même l'humanité. L'Atlantide est donc bien un mythe total, au sens où il permet de tout expliquer. Mais Bory, qui est rationaliste, voit le continent perdu comme un fait. Il s'en sert pour arracher l'histoire de la vie des mains de Dieu. C'est l'histoire d'une civilisation savante, pacifique, généreuse, qui se voit détruite par un cataclysme affreux, un déluge dans lequel on retrouve l'image de la justice la plus totale, celle du séisme de Lisbonne. L'histoire des hommes, comme celle des espèces vivantes, ne sont pas guidées par la providence. Aux yeux de Bory et de ses contemporains savants, une nouvelle histoire peut enfin être écrite. Une histoire rationnelle, réaliste, presque, entre guillemets, matérialiste. Les ammonites et les dinosaures ont disparu pour des raisons naturelles. Les civilisations humaines les plus avancées peuvent disparaître suite à des mouvements océaniques ou des soulèvements volcaniques, des grandes colères de l'hydre. Seuls des facteurs matériels et la volonté de l'homme règnent sur le cours de l'histoire. On sait ça depuis la Grande Révolution. Bory croit réellement l'existence de cette civilisation et du continent qui l'a portée. Il écrit en 1803 « Nous n'accumulons pas les raisonnements pour démontrer une chose déjà évidente, car les traditions de l'Antiquité tombent d'accord avec tout ce que nous avons dit pour prouver l'existence ancienne d'un continent perdu. » Quant à son deuxième ouvrage, il traite de la biologie des espèces endémiques aux îles qu'il visite. Il se questionne alors sur l'origine d'oiseaux étranges et récemment disparus comme le dronte. Le jeune auteur, il n'a alors que 25 ans, mélange science, mythologie, histoire et politique pour présenter un système théorique qui va lier Atlantide, origine, transformation et disparition des espèces, mais aussi des civilisations. Et l'effet que produit son ouvrage est saisissant. Voilà le mythe de l'Atlantide associé à l'une des premières propositions transformistes de l'histoire. Une des premières, pourquoi ? Parce que le travail de Lamarck ne paraîtra qu'en 1809. La théorie réellement écrite par Lamarck paraîtra en 1809, donc quelques années après. Alors maintenant, pourquoi autant de naturalistes s'intéressent-ils à ce sujet pendant le fameux tournant de 1780 à 1841 ? On vient de voir Bory, voilà un autre exemple, celui de Geoffroy Saint-Hilaire. Quel est l'intérêt de recourir à ce mythe ? Première piste. Les savants y voient la métaphore de fait qui les intéresse au plus haut point. L'origine, la disparition des formes vivantes, leur renouvellement, leur remplacement, leur transformation et leurs liens ancestraux. Deuxième piste, en tant que continent isolé, l'Atlantide attire le regard des savants sur les faunes et les flores insulaires, car les espèces vivantes des îles, celles qu'on découvre au fur et à mesure, sont parfois bien étranges, et leurs habitants parfois davantage. Reprenons l'exemple de Bory. Il se questionne sur l'origine des habitants actuels des îles Canaries. Sont-ils les descendants des Atlantes, ou sont-ils apparus ex nihilo sur ces îles ? Les hommes, les animaux, les espèces en général disparaissent-ils, ou bien peuvent-ils se transformer avec le temps ? Si les Atlantes ont tous disparu, d'où viennent les survivants que l'on trouve dans les civilisations qui les ont suivis ? S'ils n'ont pas tous disparu, que sont-ils devenus ? En fait, toutes ces questions se résument à celle-ci, que deviennent les espèces vivantes ? Un phénomène insensible comme l'évolution répand dans l'esprit de Bory l'exemple d'espèces animales disparues récemment, comme ce fameux dodo que je vous ai montré sur la diapositive d'avant, ou de civilisations perdues, comme celle des Atlantes. Ces événements sont des exemples de la transformation de la nature, de son évolution, qui deviendrait, entre guillemets, presque visible sous nos yeux. Hop là, pardon, je suis allé trop vite. Alors justement, c'est ce côté invisible de l'évolution qui pose problème à ce deuxième personnage sur lequel je vais m'arrêter quelques instants, celui de Geoffroy Saint-Hilaire. Bory n'est pas le seul à faire appel à la symbolique de l'Atlantide pour présenter sa théorie. Durant les années 1820-1830, donc à la fin de la Restauration, Étienne Geoffroy Saint-Hilaire va se référer à la Nouvelle Atlantide de Francis Bacon. Il s'en inspire pour expliquer, à sa manière, la grande diversité apparente des êtres vivants. Il explique qu'il existe un plan unique d'organisation, qu'il retrouve dans le squelette, par exemple, de différents animaux. Ce plan de fabrication est à peine modifié quand on passe des formes dites inférieures, comme les insectes, les mollusques, mais aussi les poissons, aux formes dites supérieures, comme les mammifères et l'humain. Or, ces passages d'une forme à l'autre sont insensibles, invisibles. Étienne Geoffroy Saint-Hilaire le sait, et il reprend alors à son compte le fameux épigraphe de Bacon que je vous citais tout à l'heure, que je vous redirai pas en latin. Avec le temps, la vérité cachée finira par apparaître. Geoffroy Saint-Hilaire utilise cet argument pour se défendre contre Georges Cuvier, qui est un contemporain, et qui est un opposant fixiste à toute théorie transformiste et évolutionniste, mais aussi contre les religieux et le gouvernement royaliste qui lui fait des misères. Si un événement aussi important que la fin d'un continent, la fin d'une civilisation peut nous échapper, que dire de mécanismes aussi lents, aussi discrets que ceux de la transformation des espèces ? L'Atlantide sert donc aussi à de multiples justifications, mais en 1841, c'est la fin.
Les études sur le Timée de Platon de Thomas-Henri Martin sonnent le glas de l'Atlantidomanie en révélant l'aspect totalement mythique du continent perdu. Ce livre va en effet définitivement séparer mythe et science, et il va donner aux savants la possibilité de tenir un discours nouveau, enfin sans aucun lien avec les mythes anciens. Ainsi, quelques années plus tard, en 1859, lorsque Charles Darwin s'intéresse au mythe de l'Atlantide, c'est clairement pour s'en moquer, pour en rire. Il s'en débarrasse d'un coup de plume rageur et le range aux côtés des propositions théoriques de ses prédécesseurs transformistes français, qu'il déteste aimablement. Toutes leurs idées ne sont pour lui, comme le mythe de l'Atlantide, que des calembredaines et des billevesées. Ainsi, quand il va formuler sa grande théorie, quand il va faire paraître son grand ouvrage sur l'origine des espèces, il est débarrassé, entre guillemets, de cet encombrant mythe qui est celui de l'Atlantide. Il va pouvoir récupérer l'essentiel des questions de ses prédécesseurs, mais va lui apporter des réponses totalement différentes. Si les espèces vivantes ont bien une histoire, celle-ci, à ses yeux, n'a rien à voir ni avec la Bible, ni avec la mythologie. Si elle est débarrassée de Dieu, cette histoire n'est pas exempte de lutte, de désastres, de cataclysmes, de massacres, de catastrophes, etc., dont les causes sont toutes naturelles. Darwin va s'intéresser aux faunes et aux flores insulaires, parce qu'elles posent, elles aussi, avec urgence, la question du mécanisme ou des raisons de leur diversité et donc de leur évolution dans son esprit. Darwin, à la suite d'autres voyageurs, dont Boris de Saint-Vincent, visite de nombreuses îles. Il s'intéresse aussi à la faune extraordinaire de l'Australie. Les populations animales insulaires vont lui fournir l'idée de ce que nous appellerons au XXe siècle la spéciation, c'est-à-dire la création de nouvelles espèces. L'importance des îles et des continents isolés est criante dans l'invention de son système théorique. Mais il lui fallait d'abord se débarrasser de l'exemple de l'Atlantide pour pouvoir penser autrement l'origine et l'histoire de leurs habitants. Il va proposer alors une explication à la diversité et à l'évolution des espèces, d'abord par leur capacité à changer, et ensuite par le fameux mécanisme de la sélection naturelle. Un mécanisme dont son jeune confrère, ses jeunes collègues, Alfred Wallace, dont je vous ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, a eu lui aussi l'intuition, en visitant d'autres îles en Asie du Sud-Est. Comme un serpent de mer, le mythe de l'Atlantide reviendra encore, comme par exemple pendant le XXe siècle, à propos des fossiles que l'on découvre de part et d'autre de l'océan Atlantique. On découvre des fossiles aériens, terrestres, de part et d'autre de l'océan Atlantique. Avant qu'on admette la théorie de la dérive des continents, puis bien sûr celle de la tectonique des plaques, c'est-à-dire que les continents se déplacent sur des grandes plaques et se séparent les uns des autres, il était difficile d'expliquer l'existence de part et d'autre d'un océan d'espèces terrestres qui ne savent pas nager. Alors on a inventé des ponts continentaux, comme ceux qui vous sont présentés ici en orange, pour essayer d'expliquer le passage de ces animaux d'un continent à l'autre. Je vous laisse imaginer le nom qu'on peut donner à ces grands continents. Évidemment, pas milieu de l'Atlantique, ça ne peut être que l'Atlantide. On ne pouvait évidemment pas imaginer à l'époque que ces deux continents en faisaient qu'un seul, au sein de ce qu'on appelle le Gondwana, qui participait à ce qu'on appelle la Grande Pangée à l'époque. Et ce fameux continent, bien sûr, ce nom, certains scientifiques n'ont jamais osé le prononcer, mais dans l'esprit, c'était clairement l'Atlantide. Aujourd'hui, on cherche encore des traces de l'Atlantide partout, dans l'espace, dans le Pacifique. Au passage, on oublie un petit peu le sens premier du mot Atlantide, ou bien sur l'île de Santorin, quitte à forcer un petit peu le bras à la chronologie. Alors en conclusion, je voudrais vous montrer que ces mythes, ou le mythe de l'Atlantide, continue à persister dans nos croyances populaires, mais aussi dans les travaux des artistes, aussi parfois dans la pensée des scientifiques. Le mythe persiste et il inspire de nombreux artistes, jusqu'aux plus célèbres. Je voudrais juste en citer un récent, un seul qui m'intéresse au plus haut point pour une raison, on va dire, très précise, parce qu'en tant qu'historien des sciences, il m'intéresse beaucoup ce personnage, c'est monsieur James Cameron, parce qu'il est littéralement fasciné par les technologies liées à la mer, et qu'entre autres, c'est le dernier homme à être descendu le plus profondément dans les grandes fosses sous-marines. Son cinéma regorge intégralement de mythes et illustre à sa façon sa fascination pour les civilisations mystérieuses. Abyss, civilisation du fond des océans, ou En voie de disparition, Avatar, et son film le plus célèbre qui a été vu par à peu près 500 millions de personnes en salle et 2 milliards d'individus sur la planète, son film le plus célèbre qui nous renvoie bien sûr au grand fond du sommeil, le Titanic. Pour conclure, je voudrais vous citer cette un peu longue mais très belle phrase de Jean-Paul Sartre. Les récits passés servent autant de sources d'inspiration et de premières présentations ordonnées et intelligibles du monde que l'observation ou l'expérience directe. C'est ce que raconte à sa façon, encore une fois, Sartre à propos des encyclopédies qui occupaient tout son espace et toute sa jeunesse. Ces encyclopédies lui tenaient lieu de tout, comme il disait. Il en prenait un tome au hasard, par exemple le thème A, Bello. Ces associations de syllabes étaient devenues des noms propres qui désignaient les secteurs du savoir universel. Il y avait la région CID, la région PRZ, avec leur faune, leur flore, leurs villes, leurs grands hommes et leurs batailles. Je le déposais péniblement sur sa table de travail, je l'ouvrais, j'y dénichais les vrais oiseaux, j'y faisais la chasse aux vrais papillons, posés sur de vraies fleurs. Hommes et bêtes étaient là, en personne. Hors des murs,
On rencontrait de vagues ébauches qui s'approchaient plus ou moins des archétypes sans atteindre leur perfection. L'imaginaire sert à combler les vides de la démarche scientifique avant d'en être expulsé et de laisser la place aux faits avérés, aux faits scientifiques. Et la science, telle qu'elle se définit en permanence, se construit de cette manière-là. En résumé, le texte de M. Martin, paru en 1841, permet en partie, et bien sûr en partie seulement, la réception et l'acceptation du texte de Darwin de 1859. Le mythe présenté ici a permis de fédérer des chercheurs de nombreux champs. La notoriété et la sensibilité des sujets d'études permettent de concilier l'intérêt du public, financement, et de proposer des recherches permettant l'avancement de la science et suscitant échange de données, de méthodes et constitution de réseaux savants. Le passage par l'exploitation de mythes anciens, puis leur dépassement, est-il nécessaire à l'avancement des sciences? Un historien des sciences comme moi peut vous répondre que sans doute. Ainsi, nous voulions arriver à cette idée. L'imaginaire sert réellement à combler les vides de la démarche ou de l'observation. Les mythes participent à leur façon à la construction des faits scientifiques et de leur interprétation théorique. Ils stimulent le questionnement scientifique et en cela, ils font partie des sujets de réflexion légitimes de l'histoire des sciences. J'essaie de justifier ma prestation ce soir devant vous. Ce n'est pas un sujet illégitime pour un historien des sciences, même du XXIe siècle. Ces mythes nous obligent aussi à se souvenir que finalement, nous ne connaissons pas vraiment grand-chose des grands inventeurs de tous les mythes dans lesquels nous vivons. Les mythes sont partout autour de nous et racontent à leur manière notre façon d'expliquer le monde. Alors avant de vous quitter, je voudrais vous citer un petit exemple que j'aime bien faire aussi quand je suis en formation avec des enseignants. Je voudrais vous rappeler le nom de ce doigt-là. Vous connaissez tous son nom. L'annulaire, tout le monde voit? Je sais le bouger tout ça, vous avez vu? C'est incroyable. L'annulaire. Alors question toute simple. Pourquoi s'appelle-t-il l'annulaire? Je connais la réponse, vous allez me dire, c'est parce que c'est à ce doigt-là qu'on met l'anneau mariage, l'anneau marial. Annulaire, anneau. Alors question je vous pose avant de m'arrêter, pourquoi est-ce qu'on met l'anneau à ce doigt-là? Et je vous renvoie à des mythes que vous trouverez sans aucun souci partout autour de vous. Je vous remercie.